Alors, on n'entend pas bien. Faut le lever, hein. On est à fond malheureusement. Mettez plus d'aigus les ingénieurs du son là. Bon, donc je disais aujourd'hui nous sommes au Moule Frites. La semaine dernière on était à la Bouillabaisse. Celles et ceux qui étaient à Marseille ont le devoir de transmettre l'enthousiasme et l'énergie débordante à laquelle on a assisté pendant ces 4 jours d'université d'été. C'était absolument impressionnant. On avait plus de 3000 inscrits et les gens accouraient encore aux portes de l'université pour venir s'inscrire. On a eu plus de 3500 personnes sur les 4 jours. Très clairement, ces universités d'été, pour nous, ont fait la démonstration d'un puissant contraste entre la morosité qui s'est emparée bien vite du pouvoir, qui le mérite, et la morosité qu'on pouvait aussi constater dans les universités d'été de celles et ceux qui ont eu l'occasion d'en faire. Alors, pour les nombreux commentateurs qui sont venus à Marseille ont eu une difficulté. La difficulté principale, c'est qu'ils essayent d'enfermer la France insoumise dans un vieux référentiel politique, celui des partis, alors que non, nous ne sommes pas en train de faire un nouveau parti politique. Nous ne faisons pas un nouveau parti, nous ne faisons pas un nouveau cartel de partis politiques, nous faisons un mouvement. Nous avons acquis la certitude des élections qui viennent de se passer que les partis politiques, s'ils ont incontestablement un intérêt, ne sont pas la bonne méthode, ni ce qu'il y a de plus efficace pour fédérer le peuple lui-même autour d'intérêts communs avec une perspective de prise du pouvoir. Nous en sommes maintenant certains, la bonne méthode, ce n'est pas le rassemblement de la gauche, fût-elle alternative et tout ce qu'on veut, c'est bien fédérer le peuple autour d'intérêts communs, autour de l'intérêt général. Nous sommes déjà plus d'1 demi-million dans ce mouvement. Et j'aime autant vous dire que ce qu'on constate à Marseille, c'est que si nous projetions ce qu'est la France insoumise dans un parti politique, il y aurait sans aucun doute de multiples courants, de multiples tendances avec leur cheffaillerie et leur bureaucratie locale, c'est-à-dire toutes sortes de choses qui finalement créent plus la méfiance que la confiance nécessaire pour qu'on puisse se mettre à l'action. Donc je le dis à tout le monde, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être membre d'un parti politique et de participer par ailleurs à la France insoumise. Pas besoin de dissoudre vos partis ou quoi que ce soit, non, non. Continuez si vous le souhaitez à faire vivre vos partis, à vous chercher des poux en leur sein. La France insoumise, nous sommes fédérés autour de l'action et de l'action uniquement, rien d'autre. Le programme et l'action. Et sur le programme, chacun peut voir que nous avons un temps d'avance. Nous avons une certitude. Nous devons repartir à la bataille, non pas comme une force centrifuge qui tourne sur elle-même en nous rassemblant dans des salles obscures pour essayer de choisir où nous mettons la virgule dans un texte et toute autre sorte de choses que nous avons déjà beaucoup fait et qui utilisent beaucoup d'énergie. Nous avons la certitude que c'est tourner vers l'extérieur en permanence qu'il nous faut agir. Et pour ça, je le disais, nous avons un programme. Nous avons les livrets thématiques, plus de 40, et j'invite toutes celles et ceux qui auraient des idées de livrets supplémentaires à en animer, puisque la somme des livrets thématiques, finalement, produit une sorte de conseil scientifique du mouvement que nous allons continuer à faire vivre. Et puis, bien sûr, il y a les groupes d'appui qui doivent être de véritables tours de contrôle de leur quartier, tournés vers l'action, et surtout, nous pensons qu'à l'avenir, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la politique renoue avec les citoyens. Parce qu'elle a beaucoup plus à renouer avec eux que eux n'ont à renouer avec elle. Il faut que nous allions dans les quartiers et il faut que nous nous mettions au service de ce que nous constatons dans les quartiers. Si vous rencontrez par exemple une problématique locale, cherchez les méthodes pour que nous puissions tout de suite agir, pour rendre la vie plus facile aux habitants. J'ai vu à Marseille des groupes d'appui qui m'ont expliqué s'organiser pour accueillir temporairement des migrants. J'ai vu d'autres groupes d'appui qui avaient vu que dans leur quartier, un bailleur abusé dans les factures et facturer tout l'immeuble avec des taxes qu'il ne devait pas leur facturer. Eh bien, ils ont créé la structure qu'il fallait avec les conseils juridiques nécessaires pour faire en sorte que nous puissions avancer. C'est ça que nous devons faire. Nous devons faire les campagnes thématiques que nous allons faire et nous devons aussi réfléchir à comment nous pouvons être à l'avenir des facilitateurs de l'auto-organisation.
C'est absolument nécessaire. Dans la France insoumise, il y a des militants qui le sont depuis 20 ans et il y a ceux qui le sont depuis 20 minutes seulement. Et toutes ces personnes sont diverses, il faut bien le voir. Des gens viennent d'abord parce qu'ils sont intéressés par les questions écologistes. D'autres viennent parce qu'ils sont d'abord intéressés aux questions sociales. D'autres parce qu'ils pensent, ce qui est notre cas, la plupart d'entre nous, que la France doit retrouver une parole indépendante dans le monde. Et toutes ces personnes viennent de sensibilités différentes. Autant dire que si nous faisions un parti politique, très rapidement, nous aurions l'occasion de nous fractionner, et ce que nous ne voulons pas. Parce que nous devons maintenant faire deux choses, à la fois être l'opposition sociale et écologique à Macron et son monde, mais aussi être le recours prêt à tout moment à prendre le pouvoir, parce que nous savons maintenant qu'inéluctablement, cette heure viendra. Personne ne peut dire quand, mais nous savons que ça se passera. Alors, je le dis une nouvelle fois, dans la France insoumise, tout le monde sur la base du programme est bienvenu. Et le programme, nous pouvons encore le discuter. Mais encore une fois, à la France insoumise, on gagne ses galons uniquement par l'action et en accomplissant des tâches et pas en cherchant à obtenir je ne sais quoi, parce que pour le coup, il n'y a rien à obtenir de cette sorte. C'est vers l'action que nous sommes tournés. Donc venez comme vous êtes, nous vous demandons rien d'autre. Mais par contre, qu'on ne vienne plus nous chercher pour mettre les doigts dans les tambouilles de toutes sortes dans lesquelles nous ne retournerons pas. Je prends la suite d'Hugo qui a résumé les multiples raisons qu'il y a de se mobiliser au mois de septembre pour vous parler de la loi travail. Vous l'avez vu, le médecin Philippe a rendu ses ordonnances. Et dans le vocabulaire commun, les ordonnances sont faites pour soigner les gens. Or là, nous savons bien que les ordonnances que nous avons devant les yeux, elles vont nous rendre malades, c'est très clair. Elles vont aggraver le mal qu'elles prétendent soigner. Parce que finalement, à quoi tient la philosophie de ces lois, qui par ailleurs est loin d'être un renouveau tel que celui qu'on nous vendait, c'est une absolue continuité. Enfin, souvenez-vous, le CPE, c'était déjà la même philosophie. Les lois Rebsamen, les lois de sécurisation de l'emploi, la loi Macron, la loi El Khomri, tout ça sont les tranches d'un processus qui arrive à son aboutissement avec la loi Pénicaud. Faut bien le voir. Donc, si Macron finalement dévisse plus rapidement que prévu, ça ne tient pas à un problème de communication ou un problème de pédagogie ou je ne sais quoi d'autre. Non, non. Ça tient au fait que les gens voient plus tôt que prévu que ceux qu'on nous avait vendus comme ceux qui allaient balayer le vieux système sont juste son ravalement de façade. Parce que c'est ça Macron. Macron, c'est l'illusion du renouveau pour appliquer les mêmes politiques. C'est finalement l'ultime joker des libéraux pour perpétuer les vieilles politiques dont nous savons tous ici qu'elles ont fait la preuve de leur inefficacité. Donc, la méthode des ordonnances, elle a quelque chose d'autoritaire, vous l'avez vu. Nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous n'avons pu décider que du périmètre sur lequel le gouvernement allait être habilité à légiférer. Nous n'avons pas pu dire ce que serait précisément le contenu des ordonnances, et maintenant qu'elles sont présentées, nous allons juste, en votre nom, pouvoir dire si oui ou non nous sommes d'accord. Rien de plus. Enfin, regardons quand même le contenu, et au moins 3 points cardinaux, quelques-uns de cette loi. D'abord, l'affirmation de la suprématie de l'accord entreprise, c'est-à-dire, comme le dit Madame Pénicaud, dans le monde magique qui est le sien, où finalement l'employeur et le patron se tapent dans la main chaque matin et sont bons amis et puis dialoguent socialement ensemble. Je vous invite d'ailleurs toutes et tous, dès lundi, à aller demander au patron si vous pouvez dialoguer socialement avec lui de votre salaire et de vos conditions de travail. Et finalement, elle nous dit c'est au plus près du terrain. Ce qui va en résulter, c'est de fait, et malgré ce qu'ils affirment, un renversement de la hiérarchie des normes qui fait qu'on va aboutir, en définitive, à un code du travail par entreprise. Et c'est ça qu'il faut dire. Ensuite, on a la fusion des instances représentatives du personnel. C'est-à-dire que le comité d'entreprise, qui avait déjà été bien modifié par la loi El Khomri, qui est devenu une courroie de transmission de la vision patronale dans l'entreprise, eh ben, c'était déjà pas assez, il faut continuer. Il faut en plus supprimer le CHSCT et les délégués du personnel. Soi-disant pour plus d'efficacité, en vérité juste pour mieux les contourner. Et ça aussi nous le savons. Ensuite, vous avez des choses qui, je pense,
sont les plus utiles pour bien expliquer ce qui est en train de se passer. Chacun sait que dans ce pays, un patron aujourd'hui peut licencier. Il le peut, ça existe. Mais là, on plafonne les dommages et intérêts pour les licenciements abusifs. On parle des licenciements abusifs, ça veut dire que demain, un patron pourra savoir précisément combien va lui coûter le fait de se séparer d'un salarié. On fixe donc a priori le prix d'un préjudice. C'est une drôle conception du droit. Et si on l'appliquait au droit pénal, combien ça coûte de voler un sac à main? Combien ça coûte? Parce que oui, nous savons ce que ça crée, un licenciement abusif. C'est des divorces, c'est des familles qu'on saccage. Bravo! Bravo! Alors, vous l'avez vu, il y a aussi l'émergence d'un nouveau contrat dans lequel tout le monde va se sentir très protégé, qui s'appelle le CDI de chantier. C'est un CDI. De quoi s'agit-il? On prend tout ce qu'il y a de plus mauvais dans le CDD. On prend tout ce qu'il y a de plus mauvais dans le CDI, on vous le met, on vous fait croire que voilà, c'est un contrat à durée indéterminée. Sauf qu'une fois que la mission est terminée, bah, votre contrat aussi. Et vous avez plein de salariés des boîtes, notamment je pense, pour prendre un exemple qui illustre mon propos, les boîtes qui s'occupent de, vous savez, la prestation informatique et qui finalement vont d'entreprise à entreprise pour faire leur contrat. Eh bien actuellement, lorsqu'il n'y a plus de mission, entre deux missions, il y a la continuité de leurs droits. Et bien avec le CDI de chantier qui intéresse particulièrement les gens de ce secteur, entre deux contrats, il n'y aura plus la continuité des droits. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Ensuite, vous avez, et ce sera le dernier point sur cette loi, vous l'avez vu, la redéfinition du périmètre pour justifier de difficultés économiques et donc pouvoir faire des licenciements économiques. Aujourd'hui, une entreprise multinationale à l'échelle globale qui est en bonne santé économique pourra justifier et motiver des licenciements comme étant des licenciements économiques si en France il y a des difficultés. Et là-dessus je voudrais bien vous éclairer sur une chose, c'est le petit jeu qu'il y a entre En Marche et la droite sénatoriale. C'est très intéressant parce que finalement dans la navette, vous savez, d'abord l'Assemblée, le Sénat et l'Assemblée une nouvelle fois, vous avez la majorité qui pond un texte qui dit en gros il va falloir redéfinir le périmètre pour justifier d'une difficulté économique. Très bien. Mais elle ne précise pas le périmètre. Le Sénat passe par là, majorité de droite, et lui il dit oui, oui, et d'ailleurs nous allons le mettre à l'échelle nationale. Le texte revient en commission mixte paritaire et la majorité dit d'accord. Donc on voit bien comment ça se passe finalement. En Marche pose le clou sur la planche, le texte part au Sénat, la droite sénatoriale prend le marteau, elle enfonce le clou, le tout nous revient et ils disent très bien, on est d'accord. Voilà ce qui se passe. Donc finalement, des gens qui prétendent être dans l'opposition sont absolument des alliés objectifs. Et ça aussi, il faut que ça apparaisse sous nos yeux et il faut le raconter autour de vous. Alors, vous l'avez entendu, Macron dit que nous sommes les archaïques, il dit que nous sommes les forces du monde ancien. Il a oublié qu'il était, comme je disais tout à l'heure, juste le ravalement de façade de ce monde ancien et que les masques tombent plus vite que prévu et que même à coup de maquillage avec des couches de plus de 26 000 euros, bah, ça tombe plus vite que prévu. Et les gens le voient bien. Mais nous, ce que nous disons, c'est que non, nous sommes les forces du progrès, les forces de l'avenir. Parce que nous ne faisons pas qu'être contre, et d'ailleurs, il faut bien le dire, c'est pas par conservatisme ou par calcul politique que nous sommes contre les ordonnances. C'est parce que ces politiques, ça fait 20 ans qu'on les mène. Ça fait 20 ans qu'on nous dit acceptez la pluie parce qu'après reviendra le beau temps. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les seuls qui voient le soleil, c'est les actionnaire. Parce que eux, ils profitent de ce genre de loi. Résistance! 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 Alors, Résistance! Résistance! alors, dites-le bien. Quand vous avez en face de vous un contradicteur qui vous dit mais si, c'est ça qu'il faut faire, allons jusqu'au bout. Fais régime, tu te sentiras mieux après et on sera en meilleure forme. Dites-leur que ces politiques ont fait la démonstration de leur inefficacité. Le quinquennat Hollande juste avant, ça a été un quinquennat pendant lequel on a beaucoup flexibilisé, on a beaucoup permis de déroger et on n'a pas vu la couleur d'un emploi. Par contre, la finance à laquelle on prétendait s'attaquer, aujourd'hui, elle se porte mieux que jamais. La vérité, c'est qu'avec la feuille de route du MEDEF, je les avais appelés comme ça, il faut le redire, une petite fraction minoritaire du patronat, qui n'est même pas représentative, qui n'est même pas soumise aux élections et qui fait la pluie et le beau temps dans ce pays, et bien avec leur feuille de route,
il n'y a pas plus d'emplois. Vous vous souvenez du pins de Gattaz sur le CICE? Vous avez remarqué que là, ils n'en portent pas. Hein. Vous avez entendu, là, il y a un représentant du MEDEF, il a dit « Ah oui, les ordonnances, c'est très bien, par contre, attention, on met le pays en garde. Même avec les ordonnances, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait une vague d'embauche. » Bah, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ces politiques ne profitent toujours qu'eux-mêmes et nous le savons. Donc il y a toutes les raisons d'être mobilisés. Parce que nous avons des solutions le jour où nous viendrons au pouvoir. Nous savons, et les patrons que nous rencontrons nous le disent, en France, ce n'est pas le droit du travail qui dicte la politique d'embauche, c'est l'activité et les carnets de commandes. Et si l'activité est tâtonne dans ce pays, c'est parce que l'économie est hyper financiarisée. Avant les années 90, près de 70% des profits étaient investis. Aujourd'hui, c'est à peine 30%. Tout part dans le capital, tout part. C'est eux qui ruinent l'économie, pas nous. Si nous venions au pouvoir, nous avons des solutions. Avec la planification écologique que nous proposons, il y a plein d'emplois. Et franchement, est-ce que ce ne serait pas plus enthousiasmant de se lever le matin en se disant qu'on essaye de relancer l'emploi sur des bases qui permettent de faire que l'activité soit au service de grands défis humains, plutôt que de mener cette compétition qui nous pousse à être chacun contre tous, dont on sait qu'on ne la gagnera pas. Parce que c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi l'étape d'après? C'est les jobs à 1 euro à l'allemande? C'est ça qu'ils veulent? C'est le fonctionnement du travail en Angleterre, où vous arrivez le matin au boulot, vous ne savez pas s'il y a du boulot pour l'après-midi? C'est ça le modèle social dont on devrait rêver? Alors ils pourront bien sûr nous dire dans quelques mois que le chômage a baissé avec les ordonnances. Mais à quel prix, les amis? À quel prix le chômage va baisser? Le projet de Macron, c'est le remplacement du chômage de masse par la précarité de l'emploi. Voilà leur projet. Donc maintenant, vous l'avez vu, nous avons mené la bataille au sein de l'Assemblée. Et vous l'avez vu, même si je pense qu'on a fait un travail assez honorable, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et maintenant, nous devons tous organiser la contagion pour que le 12, oui le 12, je m'arrête sur le 12, parce qu'on entend toujours la petite musique, les médias nous le font tous, mais finalement alors pourquoi est-ce que vous manifestez pas le 12 avec la CGT? Pourquoi vous êtes concurrents le 12 et le 23? Mais il n'y a jamais eu de concurrence, à part dans leur esprit. Nous avons toujours appelé depuis le début au 12 et nous appelons au 12 septembre pour manifester derrière les syndicats. Le 12 septembre, c'est une initiative syndicale. Et nous, comme mouvement politique, nous nous gardons bien de commenter les stratégies syndicales. De tradition, nous sommes toujours au renfort. Donc le 12, ça se passera ici même, je vous appelle au renfort. Et ensuite, comme force politique, nous avons pris notre propre initiative. Mais je le dis tout de suite, elle ne nous appartient pas. La marche du 23 à Paris n'est pas la marche de la France insoumise. Nous la mettons à la disposition de tous. Venez avec ou sans drapeau. Et si vous venez avec drapeau, de la couleur que vous voulez, on s'en moque. Nous, ce que nous voulons, c'est rassembler le peuple tout entier parce que nous pensons qu'il n'y a pas que les 18 millions de salariés qui sont concernés directement par ce projet de loi qui doivent avoir la parole. Le peuple français tout entier est intéressé à la manière dont nous organisons le travail. Donc les amis, maintenant c'est l'heure de la bataille. Moi j'ai acquis une certitude, je veux juste vous la partager. Dans un jeu de cartes, le nombre de jokers est limité. Macron, c'est le dernier. Demain est à nous. Résistance! 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 Résistance!